Bienvenue sur Slipodo. L'histoire va commencer dans quelques secondes. Un récit audio inédit des aventures de Robinson Crusoe, le navire d'un autre monde. Si vous aimez mon contenu, merci de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour soutenir mon travail. L'histoire commence maintenant. Bonne écoute. Je n'avais jamais vu le ciel se déchirer ainsi. Depuis 3 jours déjà, l'air était lourd, épais comme une toile mouillée. Les oiseaux s'étaient tus. La mer elle-même semblait retenir son souffle, figée dans une immobilité qui n'était pas celle du calme, mais celle de l'attente. Je connaissais ces signes. L'île me les avait appris au fil des saisons, comme un maître silencieux enseigne à son élève les secrets de la survie. Mais ce qui vint cette nuit-là dépassait tout ce que j'avais connu. Le vent se leva vers le crépuscule, d'abord en murmure sourd, puis en hurlement furieux. Je m'étais réfugié dans ma cabane, dont j'avais renforcé les parois avec des troncs de palmiers et des lianes tressées. La pluie ne tardait pas. Elle s'abattit comme une armée céleste, frappant le toit de feuilles avec une violence qui me fit craindre pour ma vie. Les éclairs déchiraient la nuit en lambeaux lumineux, et dans leur clarté blanche, je voyais la mer se soulever en murailles d'eau noire, hautes comme des montagnes, qui s'écrasaient contre les récifs avec un fracas de fin du monde. Je me tenais recroquevillé dans un coin, les mains jointes, priant Dieu de m'épargner. Mais ma prière se perdait dans le tumulte. Le vent rugissait comme 1000 bêtes enragées, arrachant tout sur son passage. J'entendais les arbres craquer, se rompre, tomber avec des gémissements d'agonie. La cabane tremblait sous les assauts, et je me demandais si elle tiendrait jusqu'à l'aube, si l'aube viendrait jamais. Puis, au cœur de la nuit, il y eut un moment étrange. Le vent cessa d'un coup, comme si une main invisible l'avait étouffé. Un silence absolu s'installa, plus terrifiant encore que le vacarme. Je n'osais pas bouger. Je retenais mon souffle. Et dans ce silence, j'entendis un son, un grondement grave, profond, qui venait de la mer, ou peut-être du ciel, je ne saurais dire. Un son qui n'appartenait ni au tonnerre, ni aux vagues, ni à rien que je connaisse. Il traversa mon corps comme une vibration, et je sentis mes os trembler. Puis le vent reprit, plus violent encore, et je fermai les yeux, abandonnant mon sort à la providence. Quand je m'éveillai, la lumière du jour filtrait à travers les interstices de ma cabane. Le silence était revenu, mais cette fois, c'était celui de l'épuisement. Je sortis lentement, les jambes flageolantes, et découvris un paysage transformé. Des arbres déracinés jonchaient le sol, leurs branches tordues comme des membres brisés. La terre était gorgée d'eau, formant des mares boueuses où se reflétait un ciel d'un bleu trop clair, presque douloureux. Je marchais vers la plage, attiré par une intuition que je ne pouvais nommer. Mes pieds s'enfonçaient dans le sable humide, et l'air sentait le sel, l'algue et quelque chose d'autre, une odeur que je ne reconnaissais pas, légèrement métallique, presque sucrée. Et puis je les vis, sur la grève, éparpillés comme les pièces d'un puzzle démembré, gisaient les restes d'un navire. Mais en m'approchant, je compris immédiatement que ce n'était pas un navire ordinaire. Aucun bois familier, aucune poutre de chêne ou de pin. Les fragments étaient d'une matière que je n'avais jamais vue, lisse, froide au toucher, d'une couleur changeante selon l'angle de la lumière, passant du gris au bleu pâle, du blanc nacré au vert d'eau. Je m'agenouillai et tendis la main vers ce qui semblait être une voile.
Elle était étendue sur le sable comme un linceul, froissée mais intacte. Je la soulevai doucement, et elle glissa entre mes doigts avec une légèreté irréelle. La texture était à la fois souple et résistante, rappelant la soie, mais plus fine encore, presque immatérielle. Sous la lumière du soleil, elle scintillait d'un éclat argenté, comme si des milliers de minuscules étoiles y étaient tissées. Les cordages, eux, brillaient d'un éclat lunaire. Ils serpentaient sur le sable comme des veines de lumière, et lorsque je les touchais, je ressentis une étrange chaleur, ou peut-être était-ce une fraîcheur, je ne savais plus. Mes doigts tremblaient. Je cherchais des clous, des traces de marteau, des marques de construction humaine. Rien. Pas une seule entaille, pas une seule jointure visible. Tout semblait avoir été façonné d'une seule pièce, ou par des mains qui ne connaissaient pas les outils des hommes. Je reculais, le cœur battant. La peur et la fascination se disputaient en moi. D'où venait ce vaisseau? Qui l'avait construit? Et pourquoi la tempête l'avait-elle jeté sur mon île, comme un message ou un avertissement? Je levai les yeux vers la mer. Elle était calme à présent, presque innocente, léchant doucement le sable comme si rien ne s'était passé. Mais je savais qu'elle gardait ses secrets. Elle m'avait donné ce mystère, et je ne savais pas si c'était un don ou une malédiction. Je restais là longtemps, immobile, à contempler ces débris venus d'ailleurs. Le soleil montait dans le ciel, réchauffant ma peau, séchant mes vêtements trempés. Les mouettes reprenaient leur vol, criant leurs complaintes familières. La vie reprenait, mais quelque chose en moi avait changé. Je sentais que je venais de franchir une frontière invisible, que l'île ne serait plus jamais la même. Ou peut-être était-ce moi qui ne serais plus jamais le même. Je passais la matinée entière à parcourir la grève, ramassant un à un les débris que la tempête avait semés. Chaque fragment était une énigme, chaque pièce un mystère qui semblait se dérober à ma compréhension dès que je croyais en saisir la nature. La voile principale, que j'avais d'abord prise pour une toile ordinaire, se révélait d'une complexité troublante. Étendue sur le sable, elle mesurait près de 15 pieds d'eau de long, et sa surface changeait de couleur selon l'angle du regard. Tantôt elle apparaissait d'un blanc laiteux, tantôt d'un gris perle traversé de reflets, bleutés. Lorsque je la soulevais, elle pesait presque rien, comme si l'air lui-même avait été tissé en fil. Je la pliais, la dépliais, cherchant une couture, une jointure, une trace de l'aiguille. Rien. La matière était parfaitement homogène, sans défaut ni imperfection. Je la portais à mes lèvres, comme on goûte une chose inconnue pour en deviner l'essence. Elle n'avait aucun goût, mais un parfum très léger s'en dégageait, quelque chose entre le sel et la fleur, entre la mer et le ciel. Je la pressais contre ma joue. Elle était froide, d'une fraîcheur qui ne venait pas de l'eau, mais d'elle-même, comme si elle portait en elle la température d'un autre monde. Les cordages me troublèrent davantage encore. Il y en avait plusieurs, de longueurs différentes, certains épais comme mon pouce, d'autres fins comme un cheveu. Tous brillaient d'un éclat lunaire, comme si la lumière de la nuit s'était figée en leur sein. Je les enroulai autour de ma main, et ils épousèrent la forme de mes doigts avec une docilité étrange, puis reprirent leur position initiale dès que je les relâchais. Ils ne se nouaient pas comme les cordes que je connaissais. Ils glissaient, s'échappaient, se dénouaient d'eux-mêmes. Je tentai d'en couper un avec mon couteau, mais la lame ne mordit pas la matière. Elle glissa dessus comme sur de l'eau gelée.
Un malaise commença à m'envahir. Je m'assis sur le sable, les fragments disposés autour de moi en un cercle involontaire. Je les regardais, et ils me regardaient. Oui, c'est ce que je ressentais. Ces objets me regardaient, non pas comme des choses mortes, mais comme des témoins silencieux d'un événement que je ne comprenais pas. Je passai la main sur mon visage, essayant de chasser cette impression. Mais elle persistait, s'enfonçant en moi comme une écharde invisible. Il y avait aussi des morceaux plus petits que je ne parvenais pas à identifier. Des plaques minces, translucides, qui semblaient contenir des formes en leur intérieur, des lignes, des spirales, des motifs qui évoquaient à la fois des cartes marines et des dessins d'étoiles. Je les levai vers le soleil, et la lumière les traversa, projetant sur le sable des ombres complexes qui bougeaient imperceptiblement, comme si elles respiraient. Je trouvai également ce qui ressemblait à une poulie ou à un mécanisme quelconque, mais sans roue, sans pivot, sans aucune des pièces qui composent d'ordinaire de tels objets. C'était une masse compacte, lisse, avec des creux et des reliefs qui s'emboîtaient les uns dans les autres, selon une logique que je ne déchiffrais pas. Je la soupçais. Elle était légère, trop légère pour sa taille, et en la secouant doucement, je crus entendre un son, un tintement cristallin, comme celui d'une cloche lointaine. Mon cœur se serra. Qui avait construit ces choses? Quel esprit, quelle main, quelle science! Ce n'était pas l'œuvre d'un charpentier, ni d'un voilier, ni d'aucun artisan que je connaissais. Et pourtant, ces objets avaient été façonnés, assemblés, utilisés. Un navire avait navigué avec ses voiles, guidé par ses cordages, propulsé par ses mécanismes. Mais vers où et d'où? Je fermais les yeux et priais. Seigneur, accordez-moi la sagesse de comprendre ce que vous avez placé devant moi. Si c'est un signe, éclairez mon esprit. Si c'est une épreuve, fortifiez mon âme. Ne me laissez pas sombrer dans la peur de l'inconnu, ni dans la folie de l'orgueil. Ma voix tremblait. Je sentais que ma prière montait vers le ciel comme une fumée fragile, et que le ciel, peut-être, ne répondrait pas. Ou peut-être répondait-il déjà, à sa manière, en me confrontant à ce mystère. Je rouvris les yeux. Les fragments étaient toujours là, disposés autour de moi, inamovibles et étrangers. Je les touchais à nouveau, un par un, comme pour apprivoiser leur étrangeté. Mais plus je les touchais, plus je ressentais ce malaise, une sensation de vertige, comme si le sol sous mes pieds n'était plus tout à fait solide, comme si la réalité elle-même vacillait. Je me levai brusquement, le souffle court. Il me fallait rassembler ces débris, les mettre à l'abri, les cacher. Je ne savais pas pourquoi, mais je sentais qu'ils ne devaient pas rester ainsi exposés, offerts au regard du soleil et à la curiosité des oiseaux. Ils appartenaient à un autre ordre, à une autre mesure, et leur présence sur cette plage était une intrusion, une brèche dans le tissu du monde. Je cherchais un endroit, pas ma cabane, non, je ne voulais pas les avoir près de moi pendant mon sommeil, pas non plus dans la forêt, où l'humidité et les bêtes pourraient les abîmer. Il me fallait un lieu sûr, secret, où ils seraient protégés, et où je pourrais revenir les contempler sans être observé. Je pensais à la grotte, sur la falaise nord. Je l'avais découverte lors de mes premières explorations de l'île, une cavité profonde creusée dans la roche, à l'abri du vent et de la pluie. Je n'y allais presque jamais, car elle était éloignée et difficile d'accès. Mais elle était sèche, silencieuse, et son obscurité me semblait appropriée pour ces objets qui portaient en eux une lumière étrange.
Je rassemblai donc les fragments avec soin, les enroulai dans la grande voile et portai le tout sur mon épaule. Le fardeau était léger, mais il me semblait peser sur mon âme plus que sur mon corps. En marchant vers la grotte, je ne me retournais pas vers la mer. Je ne voulais pas voir si elle m'observait, si elle approuvait ou désapprouvait mon choix. Je savais seulement que quelque chose avait commencé, quelque chose que je ne pourrais pas arrêter. Le chemin jusqu'à la grotte me parut interminable. Le soleil était à son zénith, écrasant la terre de sa chaleur. Et pourtant je frissonnais sous le poids de mon fardeau. La grande voile enroulée autour des fragments formait un ballot compact que je portais sur l'épaule. Mais c'était comme porter un secret vivant, palpitant, qui cherchait à s'échapper de son enveloppe. Je traversais la forêt par le sentier étroit que j'avais tracé des années auparavant. Lorsque j'explorais encore chaque recoin de l'île, avec l'espoir absurde d'y trouver d'autres hommes. Les arbres se refermaient au-dessus de ma tête, créant une voûte d'ombre et de lumière tamisée. Les oiseaux chantaient, indifférents à mon passage. Tout semblait normal, ordinaire, et pourtant je me sentais étranger à ce paysage familier, comme si je venais moi-même d'un autre monde. La falaise nord se dressait devant moi, masse rocheuse striée de gris et de rouille. La grotte s'ouvrait à mi-hauteur, cachée derrière un rideau de lianes et de fougères. Il fallait grimper, s'accrocher aux prises naturelles de la pierre, progresser lentement. Je déposais mon ballot au pied de la paroi et commençais l'ascension, les mains moites, le cœur battant. Une fois parvenu à l'entrée, je redescendis chercher les fragments. L'intérieur de la grotte était exactement tel que dans mon souvenir. Un espace circulaire d'une dizaine de pieds de diamètre, au sol de pierre lisse, aux parois humides où poussaient des mousses pâles. La lumière du jour n'y pénétrait que faiblement, créant une pénombre fraîche et silencieuse. L'air sentait la roche et l'eau stagnante. Je déroulais la voile avec précaution et disposais les fragments contre la paroi du fond, là où l'obscurité était la plus dense. Même dans cette faible lumière, ils brillaient. Les cordages luisaient comme des verres luisants. Les plaques translucides captaient les rares rayons et les renvoyaient en éclats brisés. Je reculais de quelques pas et les contemplais. Pourquoi faisais-je cela? Pourquoi les cacher ainsi, comme un voleur dissimule son butin ou un pénitent ses reliques? Je ne savais pas. Mais une certitude s'était imposée à moi dès que j'avais touché ces objets. Ils ne devaient pas rester exposés, ni au soleil qui aurait pu les consumer ou les transformer, ni à mon propre regard qui risquait de s'y perdre, car je sentais déjà leur emprise sur mon esprit. Depuis que je les avais découverts sur la plage, mes pensées tournaient autour d'eux comme des papillons autour d'une flamme. Je ne pouvais m'empêcher de les imaginer, de me les remémorer, d'essayer de comprendre leur nature et leur origine. C'était une obsession naissante, et je la reconnaissais pour l'avoir déjà éprouvée lors de mes premières années sur l'île, quand je passais des jours entiers à scruter l'horizon dans l'espoir insensé de voir une voile. Je sortis de la grotte en prenant soin de bien dissimuler l'entrée sous les lianes. Puis je redescendis, les jambes tremblantes, et retournai vers ma cabane. Le soleil déclinait déjà. J'avais perdu toute notion du temps. Le soir venu, je tentais de reprendre mes habitudes. Je ravivai le feu, fis cuire des racines et un poisson que j'avais pêché la veille. Mais la nourriture n'avait aucun goût. Je mangeais mécaniquement, l'esprit ailleurs,
hanté par les images des fragments brillants dans l'obscurité de la grotte. Était-il encore là? Avait-il bougé? Émettait-il une lumière plus vive maintenant que la nuit était tombée? Je secouai la tête pour chasser ces pensées. Je devais dormir. Le sommeil me libérerait de cette angoisse, me rendrait à moi-même. Mais le sommeil ne vint pas, ou plutôt il vint sous une forme tourmentée, peuplée de visions étranges. Je rêvais d'étoiles tombant du ciel comme une pluie de diamants. Elles s'écrasaient sur la mer, sur l'île, sur moi, et chacune laissait une brûlure froide sur ma peau. Je rêvais d'un navire qui naviguait non pas sur l'eau, mais dans le ciel, ses voiles irisées, gonflées par un vent que je ne sentais pas. À son bord, des silhouettes que je ne parvenais pas à distinguer. Étaient-ce des hommes, des anges, des créatures d'une autre essence? Je rêvais que je marchais sur la plage et que le sable sous mes pieds se transformait en verre, transparent et fragile. Je voyais à travers lui les profondeurs de la terre, des galeries infinies où circulaient des lumières semblables à celles des cordages. Et au centre de ce labyrinthe souterrain, quelque chose m'attendait, quelque chose qui connaissait mon nom. Je me réveillais en sursaut, le corps couvert de sueur, le souffle court. La nuit était noire, sans lune, et le silence oppressant. Je me levai, sortis de la cabane, respirais l'air frais à grandes goulées. Les étoiles brillaient au-dessus de moi, innombrables et froides. Combien d'entre elles étaient mortes depuis des siècles? Combien n'étaient plus que des fantômes de lumière, des mensonges traversant l'espace pour nous faire croire à leur présence? Et si ce vaisseau venait de là-haut? Et si ces débris étaient les restes d'une étoile tombée, d'un astre qui avait brûlé dans sa chute et échoué sur mon île par quelque hasard inexplicable? Je chassais cette idée. C'était de la folie. Les étoiles ne tombent pas ainsi. Les étoiles ne se transforment pas en navires aux voiles de nacre et aux cordages de lune. Et pourtant, je restais longtemps dehors, assis sur une souche, à regarder la nuit. Je parlais à Dieu, mais mes lèvres ne formèrent aucun mot. Je lui parlais en silence, dans le langage secret de l'âme, et je lui demandais non pas des réponses, mais la force de supporter les questions. Quand l'aube vint enfin, timide et grise, je me sentais épuisé, vidé. Mais une décision s'était formée en moi pendant ces heures de veille. Je ne retournerais pas à la grotte tout de suite. J'allais laisser passer du temps, reprendre mes travaux, retrouver le rythme de mes journées. Je devais me protéger de l'obsession, me tenir à distance du mystère pour ne pas m'y perdre. Les fragments resteraient dans l'ombre, et moi, je resterais dans la lumière. Du moins, c'est ce que je me promis ce matin-là. Durant les jours qui suivirent, je me tins à distance de la grotte. J'essayais de reprendre les gestes quotidiens. Je réparais des clayettes de mon jardin, ramassais du bois, pris soin de mon feu. Mais chaque acte semblait dépourvu de sens. Ma pensée revenait sans cesse à l'abri secret de la falaise, là où dormaient les fragments. Je me sentais surveillé, non par quelque chose d'extérieur, mais par l'attente même de ce qui reposait dans la grotte, comme si la matière étrangère m'avait attaché à elle par un fil invisible. Ce matin-là, mu par une inquiétude profonde, je décidai de m'y rendre. La forêt était d'un vert éclatant, lavé par la récente tempête, les troncs ruisselants d'eau claire. Je marchais sans bruit. Chaque pas soulevait l'odeur âcre de la mousse écrasée. L'île paraissait attentive, comme si elle voulait me mettre à l'épreuve, ou du moins observer ma démarche avec une autre gravité.
Arrivé à la falaise, je grimpais plus lentement que d'ordinaire, pris d'un étrange vertige. La grotte me parut à la fois refuge et sanctuaire interdit. En entrant, j'eus l'impression que l'obscurité palpitait d'une lumière sourde, et les fragments, disposés dans leur voile de nacre, brillaient plus fort qu'à mon premier passage, comme si la nuit les avait nourris. Le moindre rayon filtrant semblait s'enrouler autour d'eux et disparaître dans leur matière. Je restais là, debout, à observer ce phénomène sans oser m'avancer. Poussé par la curiosité et l'urgence, je décidai d'agir. Je pris l'un des cordages et tentai d'en détacher quelques fibres pour les tresser. Mais la matière glissait entre mes doigts, sans jamais permettre la moindre tension, ni la moindre coupe. Je tentais de lier deux fragments à l'aide d'une de mes ficelles rudimentaires, mais les surfaces se repoussaient, restant obstinément séparées. Je fis l'essai de façonner un outil, espérant que la matière nouvelle m'offrirait une arme ou une lame supérieure à celle que j'avais pu tirer du bois ou de la pierre. Mais là encore, rien n'adhérait, rien ne prenait forme selon ma volonté. Les morceaux se dérobaient, comme si une loi étrangère orchestrait leur assemblage, refusant mon ingérence. Sous la faible clarté, je m'assis, les mains vides. La frustration me gagna, non par manque de résultats, mais devant l'évidence de mon ignorance. Quelque chose dans ces débris échappait à l'entendement du monde, ni animal, ni végétal, ni minéral. Il semblait animé d'une essence qui leur était propre. Je caressais la voile, cherchant les signes d'un usage, les marques d'un voyage, et ce fut alors l'idée qui germa, lente et sombre. Ces objets appartenaient-ils vraiment à ma réalité? Je regardais autour de moi, la pierre, la mousse, le filet d'eau qui suintait dans le creux de la grotte. Ces éléments étaient miens, connus et rassurants, mais les fragments, devant lesquels je m'inclinais silencieux, paraissaient poser une question à l'île elle-même, une question que le vent et la mer n'avaient pas formulée jusqu'alors. Le doute m'envahit. Et si ce vaisseau n'était pas destiné à naviguer sur cette mer, ni à marcher sur cette plage? Et si sa venue n'était qu'un accident, ou peut-être un message? Mu par une intuition mêlée d'effroi, je murmurais une prière, les yeux levés vers l'ouverture de la grotte. Seigneur, s'il existe des mondes au-delà du mien, ne les permettez qu'à distance, ne laissez pas leur mystère m'engloutir. Je restai longtemps assis, immobile, à contempler la lumière que la matière étrangère semblait avaler et restituer selon sa propre logique. Rien ne bougeait, sinon moi. Lorsque je quittai la grotte, je sentis pour la première fois depuis la tempête la chaleur du soleil sur ma nuque comme une bénédiction simple. Mais le monde avait changé, ou bien c'était mon regard qui ne serait plus jamais le même. Cette nuit-là, je m'endormis avec difficulté, l'esprit encore habité par les fragments et leur mystère obstiné. Le sommeil vint pourtant, lourd et opaque, et je m'y enfonçais comme dans une eau noire. Puis, au cœur de la nuit, quelque chose me réveilla. Ce n'était pas un bruit au sens ordinaire du terme. C'était une vibration, grave et douce, qui semblait venir de partout à la fois, du sol, de l'air, de mon propre corps. Une pulsation lente, régulière, presque musicale, comme le battement d'un cœur immense caché sous la terre ou au fond de la mer. Je restais immobile dans l'obscurité de ma cabane, les yeux grands ouverts, le souffle suspendu, attendant que le son cesse ou s'intensifie. Mais il demeurait constant, ni plus fort ni plus faible, comme s'il avait toujours été là et que je venais seulement de l'entendre. Je me levai lentement,
mes mains tremblantes cherchant à tâtons le bord de la porte. Mon cœur battait à un rythme désaccordé avec la vibration, créant une dissonance qui me donnait le vertige. Je sortis dans la nuit. Le ciel était dégagé, parsemé d'étoiles innombrables qui scintillaient avec une intensité presque douloureuse. Pas de lune, elle était neuve, invisible. L'obscurité était si profonde que je distinguais à peine le contour des arbres. Et pourtant, mes yeux furent immédiatement attirés vers la mer. Au-dessus de l'eau, à quelques centaines de pas de la plage, flottait une lumière. Elle était pâle, d'un blanc bleuté semblable à celui de certaines étoiles, mais plus dense, plus présente. Elle ne bougeait pas. Elle restait là, suspendue dans l'air, ni haute ni basse, à mi-chemin entre la surface de l'eau et le ciel. Je la fixais, incapable de détourner le regard, paralysé par une fascination mêlée de terreur. La vibration continuait, et je compris alors qu'elle venait de cette lumière, ou que la lumière était la manifestation visible de cette vibration. Les deux étaient liés, indissociables. Je voulus bouger, m'approcher, mais mes jambes refusaient de m'obéir. Mon corps entier était figé, comme si une main invisible me retenait en arrière, me protégeait ou me punissait de ma curiosité. La lumière ne vacillait pas, elle ne clignotait pas. Elle était parfaitement immobile, d'une stabilité qui défiait les lois de ce monde où tout bouge, tout tremble, tout change. Même les étoiles scintillent, même le soleil pulse. Mais cette lumière était fixe, éternelle, comme si le temps lui-même s'était arrêté autour d'elle. Combien de temps restai-je ainsi? Je ne sais pas. Les minutes s'étirèrent, se fondirent les unes dans les autres. J'avais l'impression d'être hors du temps, hors de moi-même, témoin d'un événement qui n'aurait pas dû être vu par des yeux humains. Ma bouche était sèche, mes mains moites. Je tentais de prier, mais aucun mot ne vint. Ma pensée elle-même semblait suspendue, incapable de former une phrase cohérente. Puis, sans transition, la lumière disparut. Elle ne s'éteignit pas progressivement. Elle ne s'éloigna pas. Elle cessa simplement d'être, comme si elle n'avait jamais existé. Et avec elle, la vibration cessa. Le silence revint, brutal et total, si profond qu'il me fit mal aux oreilles. Je vacillais, retrouvant soudain l'usage de mon corps, et faillis tomber à genoux. Je restai là longtemps, scrutant l'obscurité, espérant et redoutant à la fois que la lumière revienne. Mais il n'y avait plus rien, seulement la mer, noire et muette, et le ciel parsemé d'étoiles qui semblaient me regarder avec indifférence. Finalement, tremblant de froid et d'épuisement, je retournai dans ma cabane. Je m'allongeai sur ma couche, mais le sommeil ne revint pas. Je fixais l'obscurité du plafond, rejouant sans cesse dans mon esprit ce que j'avais vu ou cru voir. Car déjà, le doute s'insinuait en moi. Avais-je vraiment été réveillé? Avais-je vraiment vu cette lumière? Ou bien était-ce un prolongement de mes rêves, une vision née de mon obsession pour les fragments? L'aube vint enfin, grise et lente. Je sortis dans la lumière naissante, les yeux brûlants de fatigue. Tout paraissait normal. Les oiseaux chantaient. Le vent soufflait doucement dans les feuilles. La mer roulait ses vagues contre le rivage, avec son bruit familier. Rien n'indiquait qu'un événement extraordinaire s'était produit durant la nuit. Je marchais jusqu'à la plage, là où j'avais regardé la lumière. Je scrutais l'eau, cherchant une trace, un signe, n'importe quoi qui confirmerait que je n'avais pas rêvé. Mais il n'y avait rien. Le sable était lisse, lavé par la marée. L'eau était claire, transparente jusqu'aux rochers du fond. Aucune épave nouvelle,
aucun débris supplémentaire. Je m'assis sur le sable humide, les bras autour de mes genoux, et regardais la mer avec une tristesse que je ne comprenais pas moi-même. Quelque chose s'était passé, j'en étais certain. Mais quoi? Et pourquoi moi? Pourquoi cette île? Pourquoi ce moment? Les questions tournaient dans ma tête sans trouver de réponse. Le soleil montait lentement, réchauffant ma peau glacée. Je fermais les yeux et tentais de me remémorer la vibration, le son qui m'avait réveillé. Il me semblait l'entendre encore, très faiblement, comme un écho lointain dans ma mémoire. Ou peut-être était-ce seulement le battement de mon propre cœur. Quand je rouvris les yeux, je ne savais plus. Je ne savais plus si j'avais rêvé ou veillé, si la lumière était réelle ou imaginaire, si j'étais encore sain d'esprit, ou si je glissais lentement vers une forme de folie que la solitude avait préparée en moi depuis des années. Une seule chose était certaine, la nuit m'avait changé, et je ne serais plus jamais tout à fait le même homme qui s'était endormi la veille. 2 jours passèrent dans un brouillard de doute et de fatigue. Je tentais de reprendre mes occupations, mais mes gestes étaient lents, maladroits, comme si mon corps ne m'appartenait plus tout à fait. Je pensais sans cesse à la lumière, à la vibration, et cette pensée me vidait de toute énergie. Finalement, poussé par un besoin que je ne comprenais pas moi-même, je retournai à la plage. C'était le matin, l'air était frais, et le soleil montait doucement au-dessus de l'horizon, teintant le ciel de rose et d'or. La mer était calme, presque étale, et ses vagues mouraient sur le sable avec une douceur de caresse. Je marchais le long du rivage, les pieds nus dans l'eau froide, cherchant je ne sais quoi, un signe, une confirmation, une preuve que je n'avais pas perdu la raison. Et puis je la vis, une trace dans le sable, là où la marée haute avait reculé, laissant une bande humide et lisse. Un motif circulaire, parfaitement dessiné, d'environ 6 pieds de diamètre. À l'intérieur du cercle, des lignes s'entrecroisaient selon une géométrie complexe, formant des angles et des courbes qui évoquaient à la fois des étoiles et des labyrinthes. Autour du cercle principal, disposés à intervalles réguliers, des signes, des symboles que je ne reconnaissais pas, ni lettres ni chiffres, mais des formes qui semblaient avoir un sens, une intention. Je m'arrêtai net, le souffle coupé. Mon cœur se mit à battre violemment. Je regardais autour de moi, scrutant la plage déserte, la forêt silencieuse. Personne, rien, seulement les oiseaux qui criaient au loin et le murmure de la mer. Je m'agenouillais près du motif, n'osant pas le toucher, comme si mes doigts risquaient d'en briser l'enchantement. Le sable était parfaitement lisse à l'intérieur des lignes, sans la moindre irrégularité, sans le moindre grain déplacé. C'était comme si le dessin avait été gravé par une main invisible, ou plutôt par une force qui n'avait pas besoin de main. Je savais avec une certitude absolue que je n'avais pas tracé ce motif. Et la marée aurait dû l'effacer. J'avais vu les vagues monter jusqu'ici la veille au soir, lécher le sable, tout recouvrir. Comment cette trace avait-elle survécu? Pourquoi n'avait-elle pas disparu comme toute chose que l'eau touche et emporte? Un frisson me parcourut l'échine. Je tendis la main, hésitant, puis la retirai. Non, je ne devais pas toucher, pas encore. Je devais d'abord comprendre, ou du moins essayer. Je me relevai et courus jusqu'à la lisière de la forêt, cherchant un morceau d'écorce assez large et lisse. J'en trouvai un, arraché d'un bouleau par la tempête, et je revins en courant vers le motif, craignant qu'il ne disparaisse avant que je puisse en garder trace.
avec un morceau de charbon de bois que je gardais toujours sur moi pour marquer mes jours. Je me mis à recopier les signes, un par un, avec une minutie tremblante. Chaque trait, chaque courbe, chaque angle. Je ne voulais rien oublier, rien déformer. Ma main tremblait et le charbon glissait parfois, laissant des marques imparfaites. Mais je continuais, obstiné, conscient que ce que je faisais avait une importance que je ne mesurais pas encore. Lorsque j'eus terminé, je comparais mon dessin au motif dans le sable. Ce n'était pas parfait, loin de là, mais c'était fidèle. Je roulais l'écorce avec soin et la glissais sous mon bras. Puis je regardais à nouveau le cercle et une intuition étrange me vint. Il fallait le protéger. Je ne savais pas pourquoi, ni de quoi, mais je sentais qu'il ne devait pas rester ainsi exposé, offert au regard du ciel ou à la curiosité des créatures de l'île. Je ramassais des pierres, une à une, et les disposais autour du motif, formant un cairn bas qui le recouvrait sans l'effacer complètement. Chaque pierre que je posais semblait peser plus lourd que la précédente, comme si je scellais quelque chose, comme si je fermais une porte ou en ouvrais une autre. Quand j'eus fini, je reculais et contemplais mon œuvre. Le motif était désormais caché, protégé, secret. Seul moi savais qu'il était là, sous ces pierres que personne ne déplacerait. Je restais longtemps immobile, l'écorce serrée contre ma poitrine, le regard perdu vers l'horizon. Une pensée s'imposait à moi avec la force d'une révélation. Je n'étais plus seulement le narrateur de ma propre histoire. Quelque chose d'autre avait commencé à écrire, à tracer des lignes dans le sable de mon existence, et je n'étais plus qu'un personnage dans un récit qui me dépassait. L'île n'était plus seulement mon refuge. Elle était devenue un lieu de rencontre entre des mondes, un seuil où des forces que je ne comprenais pas venaient déposer leur message. Et moi, Robinson, homme seul et fragile, j'étais le témoin de cette intersection, le gardien involontaire de ces mystères. Je marchais lentement vers ma cabane, l'écorce sous le bras, le cœur lourd d'une responsabilité que je n'avais pas choisie. Le soleil était haut, maintenant, écrasant la terre de sa chaleur. Mais je frissonnais comme en plein hiver, car je savais, au plus profond de moi, que je venais de franchir une frontière invisible et qu'il n'y aurait pas de retour. Les jours suivants, je me surpris à parler à haute voix. Ce n'était pas nouveau. La solitude m'avait depuis longtemps habitué à formuler mes pensées pour ne pas les perdre dans le silence. Mais cette fois, ce n'était plus à moi-même que je m'adressais, ni à Dieu dans mes prières. Je parlais à l'île. Cela commença presque malgré moi, un matin où je me tenais au sommet d'un promontoire rocheux, regardant la mer s'étendre jusqu'à l'infini. Les mots sortirent de ma bouche sans que je les aie vraiment voulus. « Qu'as-tu vu, toi qui es toujours là? D'où venait ce vaisseau ?» Le vent souffla dans les feuilles, et je crus y entendre une réponse. Non pas des mots, mais une tonalité, une inflexion, comme si l'île avait soupiré. Je secouai la tête, surpris de ma propre folie, et pourtant je continuais. « Tu le sais, n'est-ce pas? Tu as senti la tempête le déposer sur ton sable. Tu l'as accueilli. Pourquoi? » Les arbres bruissèrent, leurs branches s'agitèrent doucement. J'écoutais ce bruissement comme on écoute une confidence, attentif au moindre son, au moindre changement de rythme. Et dans ce bruit familier qui avait accompagné mes années de solitude, je crus percevoir quelque chose de neuf, une présence, une attention. Je descendis du promontoire et marchai dans la forêt, parlant toujours.
toi qui portes mes pas depuis si longtemps, dis-moi ce qui se cache dans tes entrailles de vent et de roche. Y a-t-il d'autres secrets enfouis sous tes racines, d'autres traces de ce qui vient d'ailleurs? Les oiseaux chantaient, et leurs chants me semblèrent différents, comme s'ils répondaient à mes questions par des mélodies que je ne savais pas déchiffrer. Un perroquet vert que je n'avais jamais vu si près de ma cabane se posa sur une branche basse et me regarda fixement, la tête penchée. Je lui parlais aussi. Tu es son messager peut-être. Tu connais ses chemins mieux que moi. Montre-moi. L'oiseau s'envola dans un éclat de plumes, mais au lieu de disparaître dans le feuillage, il tournoya au-dessus de moi, attendant. Je le suivis. Il me conduisit vers un bosquet que je connaissais mal, là où les arbres étaient si serrés que la lumière peinait à passer. Au centre, une source coulait entre les pierres, claire et froide. Je m'agenouillai et bus. L'eau avait un goût différent de celui de ma citerne habituelle, plus doux, presque sucré. « Merci », murmurai-je à l'île, et le mot me parut juste. Je retournai à la plage en fin d'après-midi, et là encore, je parlais. Qu'as-tu ressenti quand les vagues ont déposé ces débris sur ton rivage? As-tu eu peur? Ou bien étais-tu curieuse, comme moi? Les vagues répondirent par leur murmure éternel, montant et descendant selon un rythme qui me sembla cette fois chargé de sens, comme une respiration lente, réfléchie. Je m'assis sur le sable, les genoux repliés, et continuai mon monologue. Je ne suis qu'un homme, un naufragé que le hasard a jeté ici. Mais toi, tu es ancienne. Tu as vu des tempêtes avant la mienne, des naufrages avant le mien. Tu as accueilli d'autres vies, d'autres morts. Peut-être comprends-tu ce que je ne comprends pas. Le soleil descendait lentement vers l'horizon, teintant le ciel de rouge et d'orange. La lumière rasante faisait ressortir chaque grain de sable, chaque coquillage, chaque détail du paysage. L'île me paraissait plus belle que jamais, comme si elle se révélait enfin dans toute sa complexité, dans toute sa vie cachée. Et alors, je le sentis. Ce n'était pas une hallucination, ni une projection de mon esprit épuisé. C'était une certitude profonde, viscérale. L'île m'écoutait. Elle avait toujours écouté, depuis le premier jour où j'avais posé le pied sur son sable, mais je n'avais pas su l'entendre. Et maintenant que je lui parlais, maintenant que je la reconnaissais comme un être à part entière, elle me répondait à sa manière, par le vent, par les vagues, par les chants des oiseaux, par la texture de l'air et le poids de la lumière. Je me sentis moins seul. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus seulement un homme isolé dans l'immensité du monde. J'avais une interlocutrice, une compagne silencieuse mais présente, qui partageait mon existence et mes questions. Mais cette découverte portait en elle une ombre troublante, car en parlant à l'île, en cherchant ses réponses dans le bruissement des feuilles et le murmure des vagues, je sentais que je m'éloignais de ce que j'avais été. L'homme qui avait échoué ici, des années auparavant, celui qui priait Dieu et espérait un navire, cet homme s'effaçait peu à peu. À sa place grandissait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui voyait des signes partout, qui entendait des voix dans le vent, qui croyait comprendre le langage des pierres et des arbres. Était-ce de la sagesse ou de la folie? Je ne savais plus. Le soir venu, je retournai à ma cabane, mais je n'y entrai pas tout de suite. Je restai dehors, assis contre le tronc d'un palmier, et continuai à parler. Si tu as des secrets à me confier, fais-le maintenant. Je suis prêt à entendre, ou du moins,
j'essaie de l'être. Le silence se fit, mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence habité, comme une pause dans une conversation, comme si l'île réfléchissait à ce qu'elle allait dire. Et moi, Robinson, je me sentais à la fois moins seul et plus étranger à moi-même, comme un homme qui aurait oublié sa propre langue pour en apprendre une autre, plus ancienne, plus profonde, dont chaque mot était un mystère et chaque phrase une énigme. L'écorce sur laquelle j'avais recopié les signes ne me quittait plus. Je la déroulais, la contemplais, tentais d'en percer le sens. Les symboles me hantaient, ces courbes, ces angles, ces formes qui semblaient à la fois familières et totalement étrangères. Parfois, je croyais y reconnaître des lettres, des chiffres, des constellations. Puis, l'instant d'après, tout se brouillait et je ne voyais plus que des traits sans signification. Je passais mes journées ainsi, assis devant ma cabane ou sur la plage, l'écorce étalée devant moi, traçant et retraçant les symboles dans le sable avec un bâton. Je les comparais aux souvenirs que j'avais des fragments dans la grotte, cherchant des correspondances, des échos. Mon esprit ne cessait de tourner autour de ces énigmes, comme un prisonnier dans sa cellule. Je négligeais tout le reste. Mon jardin se couvrit de mauvaises herbes. Les fruits tombèrent des arbres sans que je songe à les ramasser. Ma réserve d'eau baissa dangereusement et je ne pris pas la peine de la remplir. Je mangeais à peine quelques racines mâchées distraitement, un poisson cru avalé sans plaisir. La nourriture n'avait plus d'importance. Seuls comptaient les signes, les fragments, le mystère qui m'échappait. Ma cabane elle-même commença à tomber en ruine. Une tempête légère arracha une partie du toit, et je ne le réparais pas. La pluie entra, mouilla ma couche, mais je restais là, prostré, l'écorce serrée contre ma poitrine pour la protéger de l'humidité. Tout le reste pouvait disparaître, mais pas les signes, pas le secret qu'ils contenaient. Les jours se confondirent. Je ne savais plus si j'avais dormi ou veillé, si le soleil s'était levé une fois ou 10 fois depuis que j'avais commencé cette quête obsessionnelle. Mon reflet dans l'eau de la citerne me fit peur. Un visage émacié, des joues creuses, des yeux cernés de noir qui brillaient d'une fièvre étrange. Mes vêtements pendaient sur mon corps amaigri. Mes mains tremblaient sans cesse. La fièvre vint, ou peut-être était-elle là depuis le début, sourde, insidieuse. Mon front brûlait, ma peau était moite, et pourtant je frissonnais comme en plein hiver. Je me traînais de la cabane à la plage, de la plage à la forêt, sans but précis, murmurant les signes comme des incantations. Je les avais mémorisés, gravés dans mon esprit, et ils tournaient en boucle dans ma tête, sans repos, sans répit. L'île elle-même semblait répondre à ma folie. Ou bien était-ce moi qui projetais mon délire sur elle? Je commençais à voir des formes dans les nuages, des navires aux voiles irisés, des créatures ailées, des visages immenses qui me regardaient avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Étaient-ils bienveillants, menaçants, indifférents? Les vagues aussi me parlaient. Je restais des heures assis sur le sable, à les observer, et dans leurs mouvements perpétuels, je voyais des visages apparaître et disparaître, des hommes, des femmes, des enfants, tous me fixant avec une intensité qui me glaçait le sang. Je tendais la main vers eux, mais ils s'évanouissaient avant que mes doigts ne touchent l'eau. Une nuit? Ou était-ce le jour? Je retournai à la grotte. J'escaladai la falaise en titubant, mes pieds glissant sur la roche humide,
mes mains s'accrochant aux prises avec une force désespérée. Je faillis tomber plusieurs fois, mais quelque chose me poussait en avant, une urgence que je ne comprenais pas. Dans la grotte, les fragments brillaient plus fort que jamais. Leur lumière pâle emplissait l'espace, projetant des ombres mouvantes sur les parois. Je m'approchai d'eux, les mains tendues, et lorsque je touchai la voile, je ressentis une décharge, non pas électrique, mais quelque chose de plus profond qui traversa mon corps et atteignit mon âme. Des images explosèrent dans mon esprit, des étoiles filant à travers l'espace, des océans d'une couleur que je n'avais jamais vue, des créatures flottant dans un vide lumineux. Un navire, non, pas un navire, quelque chose qui ressemblait à un navire, mais qui était vivant, pulsant, respirant, et des êtres à bord, si différents de moi que je ne pouvais les nommer, et pourtant si semblables dans leur solitude, dans leur recherche. Je me réveillais sur le sol de la grotte, glacé, tremblant. Combien de temps étais-je resté inconscient? La lumière qui filtrait par l'entrée était celle du crépuscule, ou bien de l'aube. Je ne savais plus. Je redescendis en chancelant, les jambes faibles, la tête lourde. En arrivant à ma cabane, je m'effondrais sur ma couche et sombrais dans un sommeil sans rêve, ou plutôt dans un gouffre où les rêves eux-mêmes se perdaient. Quand je me réveillais, le soleil était haut. Ma fièvre était tombée, mais je me sentais vidé, comme si quelque chose en moi avait été consumé. Je me levai difficilement et sortis. Le monde me parut étrangement silencieux. Les oiseaux ne chantaient pas. Le vent était tombé. Même la mer semblait retenir son souffle. Je regardais mes mains. Elles ne tremblaient plus. Je touchais mon visage. Il était froid, mais non plus brûlant. Je marchai jusqu'à la citerne et bus longuement, l'eau fraîche apaisant ma gorge desséchée. Puis je regardais autour de moi, mon jardin en ruine, ma cabane délabrée, mon corps amaigri. Qu'avais-je fait? Combien de jours avais-je perdu dans cette quête insensée? Et pourquoi? Pour des signes que je ne comprenais toujours pas, pour des fragments qui gardaient leur mystère. L'île me regardait, je le sentais. Elle m'avait laissé aller au bout de ma folie, sans me retenir ni me guider. Ou peut-être m'avait-elle consumé, comme un feu consume le bois, pour me transformer en quelque chose d'autre. Je m'assis sur une souche et fermai les yeux. Une pensée terrible s'imposa à moi. Peut-être n'étais-je pas censé comprendre. Peut-être le mystère était-il destiné à rester mystère, et ma quête n'était qu'une vanité, un orgueil qui me menait à ma perte. Mais même en pensant cela, je savais que je ne pourrais pas m'arrêter. Quelque chose en moi avait été irrémédiablement changé, et l'île le savait. Ce matin-là, je marchais vers la plage, sans but précis, les jambes encore faibles de la fièvre passée. Une flaque s'était formée dans un creux du sable, alimentée par la marée de la nuit. Je m'arrêtais devant elle, machinalement, et baissais les yeux. L'homme qui me regardait depuis l'eau n'était pas moi. Ses yeux étaient profondément enfoncés dans leurs orbites, cernés de noir comme s'il n'avait pas dormi depuis des semaines. Ses joues étaient creuses, ses pommettes saillantes sous une peau tendue et grisâtre. Sa barbe, que je taillais autrefois avec soin, avait poussé de manière anarchique, emmêlée, sale. Ses lèvres étaient gercées, presque blanches, et dans son regard, mon regard, brillait quelque chose que je ne reconnaissais pas. Une intensité fébrile, une lueur étrange, qui n'était ni tout à fait la raison, ni tout à fait la folie. Je reculai d'un pas, le cœur battant. Non,
Ce n'était pas moi. Ce ne pouvait pas être moi. J'étais Robinson, naufragé mais vivant, seul mais sain d'esprit, survivant de cette île depuis tant d'années. Je m'étais construit une vie ici, j'avais domestiqué la nature, je priais Dieu chaque jour. Je n'étais pas cet homme décharné, au regard hanté. Mais le reflet ne mentait pas. Je m'agenouillais lentement et touchais mon visage avec mes doigts tremblants. Les os saillaient sous la peau. Mes joues étaient creuses comme celles d'un mourant. Quand avais-je mangé pour la dernière fois un repas digne de ce nom? Quand avais-je dormi sans être tourmenté par des visions? Quand avais-je pensé à autre chose qu'aux signes, aux fragments, aux mystères? La vérité me frappa avec la force d'une gifle. Je m'étais perdu. Je m'étais enfoncé dans ce mystère, comme dans des sables mouvants, et maintenant j'y étais enlisé jusqu'au cou. L'obsession m'avait consumé de l'intérieur, me dévorant comme une maladie silencieuse. Et l'île que j'avais cru comprendre, à laquelle j'avais parlé comme à une amie, l'île m'avait laissé faire, indifférente ou impuissante. Je me relevai brusquement, le souffle court, et marchais vers ma cabane d'un pas décidé. L'écorce était là, roulée près de ma couche, gardienne du secret que j'avais tant voulu percer. Je la saisis et la déroulai une dernière fois, regardant les signes que j'avais tracés avec tant de soin, que j'avais étudiés jusqu'à l'épuisement. Que m'avaient-ils apporté ces symboles? Rien, aucune révélation, aucune compréhension, seulement la fièvre, la faim, la folie. Ils m'avaient volé mes jours, ma santé, peut-être mon âme. Et pourquoi? Pour nourrir un orgueil insensé, la vanité de croire que je pourrais comprendre ce qui n'était pas destiné à être compris. Je sortis de la cabane, l'écorce à la main, et me dirigeai vers le foyer où brûlaient encore quelques braises de la nuit précédente. Je soufflais dessus pour raviver la flamme, ajoutais du bois sec. Le feu prit, orange et vif, crépitant joyeusement. Je tins l'écorce au-dessus des flammes, hésitant un instant. Les signes me regardaient une dernière fois, mystérieux et impénétrables. Puis je la lâchai. L'écorce s'enflamma immédiatement, les bords se recroquevillant, noircissant. Les symboles disparurent un à un, consumés par le feu, réduits en cendres. Une fumée grise s'éleva, portée par le vent vers la mer. Je restai là, immobile, regardant brûler ce qui avait failli me détruire. Quand il ne resta plus rien que des cendres légères que le vent dispersait, je ressentis quelque chose d'étrange, non pas du soulagement, mais une sensation de vide, comme si une partie de moi avait brûlé avec l'écorce. Mais c'était un vide nécessaire, un espace qui devait être libéré pour que je puisse respirer à nouveau. Je décidai alors, debout devant ce feu qui mourait lentement, que je reprendrais ma vie d'avant. Je réparerais ma cabane, je nettoierais mon jardin, je reconstituerais mes réserves, je me laverais dans la rivière, je taillerais ma barbe, je redeviendrais l'homme que j'avais été avant la tempête, avant les fragments, avant le mystère. Les jours suivants, je m'attelai à cette tâche avec une discipline que je ne me connaissais plus. Je travaillais du lever au coucher du soleil, réparant, nettoyant, reconstruisant. Mes mains retrouvèrent leurs gestes familiers, planter, récolter, tisser, tailler. Mon corps, affaibli par le jeûne et la fièvre, se raffermit peu à peu. Je mangeais avec appétit, je bus longuement, je dormis profondément. Mais quelque chose en moi avait changé, irrémédiablement. Je ne pouvais plus regarder la mer sans y chercher la lumière pâle que j'avais vue cette nuit-là. Je ne pouvais plus marcher sur la plage
sans penser aux motifs que j'avais recouverts de pierre. Je ne pouvais plus contempler les étoiles sans me demander d'où venait ce vaisseau, aux voiles de nacre et au cordage de lune. Le mystère était toujours là, vivant en moi, même si j'avais brûlé les signes. Il s'était inscrit plus profondément que sur l'écorce. Il s'était gravé dans ma chair, dans mes os, dans mon âme. Et je savais qu'il ne me quitterait jamais, quoi que je fasse, quoi que je décide. L'homme que j'avais été avant la tempête était mort. Celui qui avait survécu à la fièvre était différent, ni meilleur ni pire, mais autre. Un homme qui avait vu une lumière dans la nuit et qui ne pourrait plus jamais oublier son éclat. Un homme qui avait touché une matière venue d'ailleurs et qui en portait la marque invisible. Je vivais désormais entre deux mondes, celui de la survie quotidienne, des gestes simples et des certitudes anciennes, et celui du mystère, de l'inconnu, de ce qui échappe à la raison et défie la foi. Et l'île, silencieuse, continuait de m'observer, témoin patient de ma transformation. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis que j'avais brûlé l'écorce. Ma cabane était à nouveau solide, mon jardin prospérait, et mon corps avait retrouvé une force raisonnable. Je vivais mes journées dans une routine apaisante, mais une question demeurait, lancinante, au fond de mon esprit. Les fragments. Je ne les avais pas revus depuis la nuit de fièvre où j'étais monté à la grotte dans un état second. Leurs souvenirs me hantaient doucement, comme une mélodie oubliée dont on ne se rappelle que quelques notes. Un matin, après ma prière, je sus qu'il était temps d'y retourner. Non pas pour comprendre, non pas pour déchiffrer, mais pour faire mes adieux. Le chemin jusqu'à la falaise me parut différent. Les arbres semblaient moins denses, la lumière plus douce. Ou peut-être était-ce moi qui avais changé. J'escaladais la paroi avec précaution, mes mains retrouvant les prises familières. Et lorsque j'atteignis l'entrée de la grotte, je m'arrêtai un instant pour reprendre mon souffle et mon courage. J'entrai lentement, respectueusement, comme on entre dans une chapelle. Les fragments étaient toujours là, exactement tels que je les avais laissés, intacts, lumineux. Dans la pénombre de la grotte, ils brillaient de leur éclat pâle et mystérieux, comme des étoiles capturées dans la roche. La voile était étendue contre la paroi, ses plis créant des jeux d'ombre et de lumière. Les cordages serpentaient sur le sol, comme des rivières de lune figées. Les plaques translucides captaient la faible clarté et la transformaient en motifs complexes qui dansaient sur les parois. Je m'agenouillais devant eux, les mains jointes, non pas en prière, mais en salutation. Puis, lentement, je tendis la main et touchai la voile. Elle était froide, comme toujours, d'une fraîcheur qui ne venait pas de ce monde. Mais cette fois, je ne ressentis pas de décharge, pas de vision. Seulement un calme profond, une paix étrange. Je caressais la matière avec respect, comme on touche une relique, un objet sacré dont la signification nous dépasse, mais qu'on vénère néanmoins. Je pris un cordage entre mes doigts. Il glissa doucement, luisant dans l'obscurité. Je le portai à mes lèvres et murmurai « Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, je vous honore. » Les mots me surprirent moi-même, mais ils étaient justes, car ces objets, quelle que soit leur origine, méritaient le respect. Ils avaient traversé des distances inimaginables, survécu à une tempête qui aurait dû les détruire, et échoué sur cette île pour des raisons que je ne connaîtrai jamais. Ils portaient en eux un mystère plus grand que moi, plus grand que l'île,
peut-être plus grand que tout ce que je pouvais concevoir. Je m'assis en tailleur et restai là longtemps, simplement en leur présence. Je ne cherchais plus à comprendre, je ne tentais plus de déchiffrer. J'acceptais tout simplement qu'il existe des choses qui échappent à la compréhension humaine et que cette incompréhension n'était pas une faiblesse, mais une limite naturelle de notre condition. Une pensée me vint, claire et nette. Peut-être était-ce mieux ainsi. Si j'avais compris l'origine de ces fragments, si j'avais percé leur secret, qu'aurais-je gagné? La connaissance, certes, mais aussi le poids de cette connaissance. Et peut-être une terreur plus grande encore, car comprendre l'inconnu, c'est parfois découvrir qu'il est plus étrange et plus effrayant qu'on ne l'imaginait. En restant dans l'ignorance, je préservais une part de mystère, une ouverture vers l'infini. Ces fragments demeuraient des messagers silencieux, des témoins d'un ailleurs que je ne visiterais jamais, mais dont je pouvais deviner l'existence. Et cela suffisait. Je me levai enfin, les genoux engourdis, et regardai une dernière fois les débris. « Je vous laisse ici, » dis-je à voix haute. « Non pas parce que je vous abandonne, mais parce que c'est votre place. Cette grotte est votre sanctuaire. L'île vous gardera, et moi, je vous garderai dans mon cœur comme un secret précieux que je ne partagerai jamais. » Je reculai vers la sortie, sans détourner le regard, comme on prend congé d'un ami qu'on ne reverra pas. À l'entrée de la grotte, je m'arrêtai une dernière fois et murmurai « Pour l'île, pour Dieu, pour le silence ». Puis je descendis la falaise. En bas, je ramassai des pierres et des branches et je commençai à obstruer l'entrée de la grotte. Non pas pour sceller les fragments, mais pour les protéger de la pluie, du vent et peut-être de moi-même, si jamais la tentation de revenir me prenait à nouveau. Je travaillais lentement, avec soin, disposant chaque pierre comme une offrande, chaque branche comme une barrière sacrée. Quand j'eus terminé, l'entrée était dissimulée sous un amas qui semblait naturel, comme si la montagne elle-même avait voulu cacher ce qu'elle abritait. Je reculais et contemplais mon œuvre. Personne ne devinerait qu'une grotte se cachait là. Personne ne saurait ce qu'elle contenait. Le secret resterait secret. Je marchais jusqu'à la mer, mes pas lents et mesurés. Le soleil déclinait, teintant l'horizon de rouge et d'or. Les vagues venaient mourir à mes pieds avec leur murmure éternel. Je m'assis sur le sable encore chaud et regardais l'eau s'étendre jusqu'à l'infini. La mer avait apporté le mystère. La mer l'avait déposé sur mon rivage. Et maintenant, la mer pouvait le reprendre, du moins dans mon esprit. Car je comprenais enfin que le mystère n'était pas fait pour être résolu, mais pour être contemplé, honoré, accepté. Je fermais les yeux et respirais profondément l'air salé. Une paix que je n'avais pas connue depuis des semaines m'envahit. Non pas la paix de l'ignorance, mais celle de la sagesse, cette sagesse humble qui reconnaît ses limites et s'incline devant ce qui la dépasse. Quand je rouvris les yeux, les premières étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait. Je les regardais longtemps, me demandant laquelle avait peut-être abrité les créateurs du vaisseau mystérieux. Mais la question ne me torturait plus. Elle flottait simplement dans mon esprit, légère comme une plume portée par le vent. Je retournai vers ma cabane, dans la pénombre naissante, le cœur apaisé. Les fragments resteraient dans leur grotte, l'île les garderait, et moi, je continuerais ma vie,
transformés par leur présence, mais libérés de leur emprise. Le mystère demeurerait mystère, et c'était bien ainsi. Les jours reprirent leur cours, mais différemment. Je me levais à l'aube, comme avant, mais ma prière du matin avait changé. Je ne récitais plus les mots appris, dans mon enfance, avec cette ferveur mécanique qui accompagne l'habitude. Je parlais à Dieu autrement, avec moins de certitude, plus de questions. « Seigneur », murmurai-je, en regardant le soleil se lever, « je ne comprends pas votre œuvre, et peut-être n'est-ce pas nécessaire. Apprenez-moi simplement à vivre dans ce mystère, sans en être consumé. » Ma cabane retrouva sa solidité. Je remplaçais les poutres affaiblies, retissais le toit de feuilles de palmier, colmatais les interstices où s'infiltrait la pluie. Mes mains retrouvèrent leur habileté, mes gestes leur précision. Mais je travaillais autrement qu'avant, avec une attention nouvelle, comme si chaque clou enfoncé, chaque nœud serré était un acte sacré, une participation à l'ordre fragile du monde. Mon jardin refleurit sous mes soins. Je désherbais les rangées de légumes, arrosais les plants assoiffés, récoltais les fruits mûrs avec gratitude. Les tomates éclataient de rouge sous mes doigts, les courges gonflaient au soleil, les herbes aromatiques libéraient leur parfum quand je les effleurais. Je redécouvrais la joie simple de faire pousser la vie, de transformer la terre en nourriture, de participer au cycle éternel des saisons. Je pêchais à nouveau, debout dans l'eau claire jusqu'aux genoux, ma lance à la main, attendant patiemment que les poissons passent à portée. Mais je ne chassais plus avec l'urgence du survivant. Je chassais avec respect, remerciant chaque créature qui nourrissait mon corps, reconnaissant le sacrifice qu'elle faisait sans le savoir. « Pardonne-moi », disais-je aux poissons qui frétillaient au bout de ma lance, « et merci. » Les semaines passèrent ainsi, dans ce rythme retrouvé de la survie quotidienne. Mais quelque chose en moi restait ouvert, attentif, comme une porte légèrement entrebâillée sur un jardin inconnu. Je ne cherchais plus les signes, avec l'obsession qui m'avait presque détruit, mais je ne les ignorais pas non plus. Si un oiseau chantait d'une manière inhabituelle, je l'écoutais. Si le vent apportait une odeur étrange, je humais l'air avec curiosité. Si les nuages formaient des motifs complexes, je les contemplais sans chercher à y lire un message, mais sans détourner le regard non plus. La mer surtout m'appelait différemment. Je passais des heures assis sur la plage, à regarder les vagues venir et repartir, encore et encore, dans leur danse éternelle. Je la regardais avec une tendresse que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Elle m'avait pris tant de choses, mon navire, mes compagnons, ma vie d'avant. Mais elle m'avait aussi donné cette île, la solitude qui m'avait façonné, et maintenant ce mystère qui avait ouvert en moi des espaces insoupçonnés. « Tu gardes tes secrets, lui disais-je parfois, et je garde les miens. Nous sommes quittes, toi et moi. » Les nuits où le ciel était clair, je sortais pour contempler les étoiles. Je ne cherchais plus celle d'où venait le vaisseau. Je les regardais toutes avec la même émerveillement, conscient de leur beauté et de leur distance, de leur lumière et de leur mort possible. Elles brillaient pour moi, comme elles brillaient pour tous les hommes depuis la nuit des temps, et cette continuité me rassurait. Je n'étais qu'un maillon infime dans une chaîne infinie, et cela suffisait. Un jour, en travaillant à réparer une palissade, je m'arrêtais et regardais mes mains. Elles étaient calleuses, marquées par le travail, mais elles ne tremblaient plus. Je les retournais,
examinait les lignes de mes paumes comme on lit un livre. Ses mains avaient touché les fragments d'un autre monde. Ses mains avaient tracé des signes incompréhensibles. Ses mains avaient failli me perdre dans la folie. Et maintenant, ces mêmes mains plantaient des pieux, tressaient des fibres, préparaient ma nourriture. La révélation me frappa avec douceur. Je pouvais vivre dans l'inachevé. Je pouvais porter en moi des questions sans réponse, des mystères sans solution, et continuer néanmoins à exister, à travailler, à prier, à espérer. L'incompréhension n'était pas une malédiction, mais une forme de grâce. Elle me gardait humble, me rappelait ma place, m'ouvrait à l'émerveillement. Je n'avais pas besoin de tout comprendre pour vivre pleinement. Au contraire, c'était précisément parce que je ne comprenais pas tout que la vie gardait sa saveur, son mystère, sa beauté. Si j'avais percé tous les secrets, si j'avais déchiffré tous les signes, qu'aurais-je gagné, sinon l'ennui de la connaissance totale? Ma prière du soir changea aussi. Je ne demandais plus à Dieu de me révéler ses desseins, ni de m'expliquer ses choix. Je le remerciais simplement de m'avoir permis de vivre un jour de plus, de respirer l'air salé de cette île, de sentir le soleil sur ma peau et le vent dans mes cheveux. Merci, disais-je, pour ce que je comprends et pour ce que je ne comprends pas, pour ce que je vois et pour ce qui reste caché, pour ce monde et pour les autres que je ne connaîtrai jamais. L'île elle-même me semblait différente, ou plutôt, c'était ma relation avec elle qui avait changé. Je ne lui parlais plus avec l'urgence, fébrile des semaines de folie. Je lui parlais comme à une vieille amie, avec affection et respect. « Merci de me garder », lui disais-je parfois, en marchant dans la forêt. « Merci de me nourrir. Merci de supporter ma présence. » Et il me semblait qu'elle répondait, non par des mots, mais par sa simple existence, le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux, le murmure de la source, la chaleur du sable sous mes pieds. Nous vivions ensemble, l'île et moi, dans une harmonie imparfaite mais réelle, partageant nos mystères et nos silences. Un soir, alors que je regardais le soleil descendre vers l'horizon, teintant la mer de pourpre et d'or, je souris pour la première fois depuis longtemps. Un sourire vrai, profond, qui venait du cœur. Je souriais parce que j'avais compris quelque chose d'essentiel. La vie n'était pas une énigme à résoudre, mais un mystère à vivre. Et dans ce mystère, incomplet et inachevé, je trouvais enfin la paix. Des mois avaient passé. La saison des pluies était venue, puis repartie, laissant derrière elle une île verdoyante et généreuse. Mon jardin débordait de fruits, ma cabane était solide, mon corps avait retrouvé sa vigueur. Je vivais dans un équilibre fragile mais réel, entre la routine apaisante du quotidien et l'ouverture silencieuse au mystère. Cette nuit-là, il n'y avait pas de lune. Le ciel était d'un noir d'encre, parsemé d'étoiles si nombreuses qu'elles semblaient former une rivière lumineuse traversant la voûte céleste. Je m'étais endormi paisiblement, bercé par le murmure familier des vagues et le chant lointain des grillons. Puis le son revint, cette vibration grave et douce, presque musicale, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. La même pulsation lente et régulière que j'avais entendue des mois auparavant, cette nuit où la lumière avait flotté au-dessus de la mer. Mon cœur se mit à battre plus fort, mais cette fois, ce n'était pas de peur, c'était de reconnaissance. Je ne me levai pas précipitamment, je ne sortis pas en courant pour scruter l'horizon. Je restais allongé sur ma couche, les yeux ouverts dans l'obscurité, et j'écoutais. La vibration traversait mon corps
comme elle traversait la terre, l'air, la mer. Elle était à la fois extérieure et intérieure, comme si mon cœur battait au rythme d'un cœur plus grand, celui de l'île, ou peut-être celui du monde lui-même. Je fermais les yeux et me laissais porter par ce son, cette présence invisible qui venait me visiter dans la nuit. Combien de temps cela dura-t-il? Je ne sais pas. Le temps semblait suspendu, comme s'il n'avait plus d'importance. J'étais là, simplement, à écouter, à ressentir, à être présent à ce moment qui me dépassait. Puis, lentement, un sourire naquit sur mes lèvres. Ce n'était pas un sourire de triomphe, ni de compréhension. C'était un sourire de gratitude, d'acceptation, car je comprenais enfin, non pas avec ma tête, mais avec mon cœur, ce que signifiait cette présence. Je n'étais pas seul, je ne l'avais jamais été, pas seulement parce que l'île était vivante, attentive, bienveillante, mais parce qu'il existait, quelque part dans l'immensité du monde, ou au-delà, d'autres présences, d'autres consciences, d'autres formes de vie qui partageaient avec moi le mystère de l'existence. Le vaisseau était peut-être reparti, remonté vers les étoiles d'où il venait, porté par des voiles irisées et des cordages de lune. Ou bien il était toujours là, invisible, caché dans les plis du monde, veillant sur cette île comme un gardien silencieux. Peut-être même était-il devenu une partie de l'île, intégré à sa substance, à son âme. Je ne le saurais jamais avec certitude, et cela ne m'importait plus. Ce qui importait, c'était cette vibration qui revenait de temps en temps, comme un rappel doux et discret que le monde était plus vaste, plus étrange, plus merveilleux que tout ce que je pouvais imaginer. Que les frontières entre les réalités étaient poreuses, que l'impossible n'était qu'un mot pour désigner ce qui n'avait pas encore été vécu. La vibration commença à s'estomper, devenant de plus en plus faible, comme une marée qui se retire. Je ne tentais pas de la retenir. Je la laissais partir, sachant qu'elle reviendrait peut-être, un jour, ou peut-être jamais, et que les deux possibilités étaient également acceptables. Quand le silence revint, ce silence profond et habité de la nuit, je me tournais sur le côté et fermais les yeux. Mon sourire demeurait léger et paisible. Je pensais aux fragments dans leurs grottes scellées, à la lumière que j'avais vue flotter au-dessus de la mer, aux motifs que j'avais recouverts de pierres sur la plage. Tous ces signes, tous ces mystères qui avaient failli me perdre et qui finalement m'avaient sauvé. Je pensais aussi à tous ceux qui, avant moi, avaient vécu des expériences similaires, des marins voyant des lumières étranges danser sur l'océan, des voyageurs découvrant des objets inexplicables dans des lieux reculés, des hommes et des femmes qui avaient frôlé l'impossible et en étaient revenus changés, porteurs de secrets qu'ils ne pouvaient partager car personne ne les aurait crus. J'étais l'un d'eux désormais, un gardien silencieux, un témoin solitaire. Et cette solitude n'était plus un fardeau, mais un privilège, car certains secrets ne sont pas faits pour être racontés. Ils sont faits pour être vécus, portés, chéris dans le silence du cœur. Ils sont des ponts invisibles entre les mondes, des liens ténus qui nous rappellent que nous faisons partie d'un tout infiniment plus grand que nous-mêmes. Ma respiration ralentit, s'approfondit. Le sommeil vint me chercher avec douceur et je m'y abandonnai sans résistance. Avant de sombrer complètement, une dernière pensée traversa mon esprit, claire comme une évidence. Je ne raconterai jamais cette histoire. Si un jour je quittais cette île, si un jour je retournais parmi les hommes,
je garderais le silence sur ce que j'avais vu, touché, entendu. Pas par peur d'être pris pour fou, pas par prudence ou par calcul, mais parce que certaines expériences ne peuvent être traduites en mots sans être trahies, parce que le mystère doit rester mystère pour préserver sa beauté, sa force, sa vérité. Je dormis profondément cette nuit-là, d'un sommeil sans rêve, ou peut-être d'un sommeil où les rêves étaient si paisibles qu'ils se confondaient avec le silence. Et quand je me réveillais à l'aube, le monde était exactement tel qu'il avait toujours été. La mer, le ciel, le sable, les arbres, le soleil levant. Mais moi, j'étais différent, transformé, gardien d'un secret qui ne m'appartenait pas vraiment, mais que je porterais jusqu'à mon dernier souffle. Je sortis de ma cabane, m'étirai sous le ciel qui rosissait et marchai vers la plage. Les vagues venaient mourir à mes pieds avec leur murmure éternel. Un oiseau chanta dans la forêt derrière moi. Le vent caressa mon visage avec une tendresse presque humaine. « Merci », murmurai-je, à l'île, à la mer, au ciel, à Dieu, aux présences invisibles qui veillaient peut-être sur moi. Merci pour tout. Et je souris à nouveau, ce sourire paisible de celui qui a appris à vivre dans l'inachevé, dans le mystère, dans la grâce silencieuse de ce qui ne sera jamais compris, mais peut toujours être célébré. La vie continua, simple et belle, sur cette île qui était devenue bien plus qu'un lieu de survie. Elle était devenue un sanctuaire, un seuil entre les mondes, un endroit où l'impossible venait parfois frapper doucement à la porte, et où je, Robinson, homme seul mais jamais vraiment seul, apprenais jour après jour l'art difficile et merveilleux d'accueillir le mystère sans chercher à le posséder.